Alors on commence aujourd'hui dans un décor qui a vraiment tout du post-apocalyptique, Karabach, en Russie. Hmm. Une ville que l'UNESCO a à une époque qualifiée d'endroit le plus toxique du monde. C'est assez parlant comme description. Oui, pour se faire une idée, il faut imaginer une immense montagne noire, des scories de cuivre hautes de 20 mètres et des rivières orange vif. Orange, à cause de la concentration en fer et en cuivre, qui est 500 fois supérieure aux limites autorisées. C'est énorme. Dans ce décor, l'espérance de vie peut chuter à 38 ans. C'est donc là, dans ce contexte, que démarre notre analyse. On va s'intéresser à la transformation, disons radicale, du système éducatif russe depuis 2022. Et on fait ça à travers des sources qui documentent le travail d'un homme, un vidéaste scolaire qui est devenu lanceur d'alerte. Il s'appelle Pavel Talankin et son film, c'est Mr. Nobody Against Putin. L'objectif donc, c'est de décortiquer ce que les experts appellent la souverainisation de l'éducation. Oui, c'est ça. Comment une idéologie d'État est instillée systématiquement dès le plus jeune âge. Et on va voir que ce décor de Karabach, cette catastrophe écologique en fait, il n'est pas anodin. Il sert de toile de fond à une autre forme d'intoxication. Celle des esprits. Exactement. Restons juste un instant sur la ville, avant de parler de l'école. Les sources sont très claires. Plus de 150 ans d'exploitation du cuivre ont littéralement anéanti l'écosystème. C'est une destruction totale. Les vents transportent des particules de métaux lourds jusque dans les appartements. On parle d'un taux de malformation congénitale chez les enfants qui serait 3 fois et demi plus élevé que la moyenne nationale. C'est un tableau terrible. Et pourtant, et c'est là qu'on touche à un paradoxe psychologique qui est vraiment au cœur du sujet. C'est-à-dire, Eh bien, malgré ces conditions de vie, les habitants, et y compris Talankin lui-même au début, décrivent un attachement très profond à leur ville. Dans une de ses interviews, il dit que malgré les gaz, les immeubles gris, c'est pas si mal. pas si mal. Oui, parce que c'est là qu'il a grandi, c'est l'endroit qu'il aime. C'est fascinant et c'est complètement contre-intuitif. On parle d'une loyauté envers un lieu qui vous tue, littéralement. C'est presque un syndrome de Stockholm à l'échelle d'une ville, non? C'est une très bonne image. Comment les sources expliquent ça, cette dissonance? Les sources suggèrent que lorsque votre environnement immédiat est toxique, hors de contrôle, eh bien vous vous raccrochez avec encore plus de force à une identité nationale, à un grand récit qui, lui, promet de l'ordre, de la fierté. Même si c'est une illusion. Même si cette promesse est construite sur des bases fragiles, oui. Karabach devient un microcosme de cette idée. On accepte de subir un désastre local en échange d'un sentiment d'appartenance à un grand projet national. L'individu passe après. L'individu et son bien-être sont secondaires face aux priorités industrielles et, donc, militaires. C'est une mentalité du sacrifice. Et ça prépare le terrain pour ce qui va suivre. Et ce qui va suivre, c'est une mise en application foudroyante juste après l'invasion de l'Ukraine, n'est-ce pas? Les sources parlent d'un changement complet du système éducatif. Absolument. Dès septembre 2022, une loi fédérale, la numéro 371-FZ, est adoptée. Et là, tout change. Elle impose des programmes éducatifs uniformes dans tout le pays et, de fait, supprime l'autonomie des écoles. Et très vite, 3 piliers sont mis en place. Le premier, ce sont les conversations sur l'important. Voilà. Concrètement, ça se passe comment pour un élève? C'est un cours d'histoire en plus? Pas vraiment. C'est une heure de cours obligatoire, chaque lundi matin, pour toutes les classes. L'objectif, c'est de transmettre la vision officielle du gouvernement sur l'actualité. Et donc sur la guerre en Ukraine, évidemment. Sur ce que le Kremlin appelle l'opération militaire spéciale. Et tout est fourni par le ministère. Les scripts, les vidéos, les présentations. Il n'y a aucune place pour le débat. C'est un canal de propagande directe. Et au-delà de ça, il y a une dimension très rituelle qui s'installe. Les sources parlent de cérémonies chaque semaine. Oui, c'est le deuxième pilier, la ritualisation. Il s'agit plus seulement de contrôler ce que les enfants pensent, mais aussi ce qu'ils font et ce qu'ils ressentent. Créer une connexion émotionnelle. C'est ça. Chaque semaine commence par une cérémonie de levée du drapeau et le chant de l'hymne national. À l'école de Karabach, filmée par Talankin, cette cérémonie est souvent dirigée par Pavel Abdulmanov, le professeur d'histoire. Qui est aussi un membre du parti au pouvoir. Exactement. L'autorité pédagogique et le pouvoir politique fusionnent. Le but, c'est de créer un lien viscéral à l'État. Et le troisième pilier, lui, s'attaque au temps libre, le mouvement des premiers.
Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est une organisation de jeunesse nationale créée par Vladimir Poutine en personne en décembre 2022. C'est en fait un successeur direct des pionniers de l'époque soviétique. L'objectif étant de contrôler les activités périscolaires? Le sport, les clubs, les camps de vacances, tout pour y inculquer ce que le pouvoir nomme les valeurs traditionnelles russes. L'État cherche à contrôler non seulement les heures de classe, mais aussi les loisirs. Donc, si on récapitule, on a un système qui était complètement retourné pour servir un seul objectif, et la vitesse à laquelle ça s'est fait est frappante. Elle est vertigineuse. Et le calendrier est très clair. Les sources indiquent que dès septembre 2025, cet endoctrinement doit s'étendre aux enfants maternels. Dès 3 ans, Dès 3 ans, des matières comme l'histoire ou la littérature sont entièrement réorientées pour soutenir un narratif unique, celui d'une Russie forteresse assiégée qui lutte pour sa survie contre un Occident décadent. Et au cœur de tout ça, on a ce personnage, Pavel Pacha Talankhin. Avant la guerre, quel était son rôle exactement? son rôle officiel est très simple, vidéaste scolaire. Il filmait la vie de l'école numéro 1, les fêtes de Noël, la chorale, la vie normale d'une école, quoi. Voilà, une vie normale. Mais après février 2022, sa mission change complètement. Il ne filme plus seulement les fêtes. Il doit fournir au ministère de l'Éducation des preuves filmées que les nouvelles directives patriotiques sont bien appliquées. Il est donc devenu un outil de la machine de propagande. Mais il a retourné cet outil contre le système. Exactement. Cette mission lui a fourni une couverture parfaite. Pendant 2 ans, il a utilisé la caméra de l'État pour documenter, en secret, les mécanismes de cet endoctrinement. Et ces images, elles montrent quoi D'après les analystes qui ont vu le film, elles sont d'une force brute. On y voit des profs, pas toujours convaincus, lire docilement les scripts du ministère sur les néo-nazis en Ukraine. On les voit buter sur des mots comme dénazification. Et surtout, on voit les visages impassibles des enfants, qui absorbent tout. Comment est-ce qu'il a basculé dans la résistance? Ça n'a pas dû se faire en un jour. Non, ce fut un cheminement. Il décrit ce sentiment de devenir un étranger dans sa propre ville. Ça a commencé par de petits gestes. Un jour, il a diffusé la version de l'hymne américain chantée par Lady Gaga dans les haut-parleurs de l'école. Ah oui, quand même. Il s'est fait prendre. Apparemment non. C'est passé inaperçu, ce qui en dit long. Il a aussi remplacé les symboles Z sur les fenêtres par des X en soutien aux réfugiés ukrainiens. Et le point de bascule? C'est le contact qu'il a noué avec le réalisateur américain David Borenstein. De là est née une collaboration secrète de 2 ans. Il a fait sortir clandestinement de Russie des centaines d'heures d'images. Sur des disques durs cachés? Le risque était immense. Avec les lois sur la haute trahison, il risquait la prison à vie, c'est clair. Et parmi ces images, les sources insistent sur un point particulièrement troublant, la militarisation de la salle de classe. On ne parle plus que théorie, hein. Non, on est passé à la pratique. Talankhin a filmé la visite à l'école de membres du groupe Wagner. Wagner, carrément. Oui, des hommes, souvent avec un passé criminel, venus faire des démonstrations. Ils enseignent aux élèves, parfois très jeunes, comment assembler un fusil d'assaut, identifier des mines ou administrer les premiers soins en cas de blessure par balle. L'école devient une antichambre du champ de bataille. Et les élèves? Ils participent? Oui, les sources décrivent des exercices très concrets. Ils s'entraînent au lancer de grenades factices, ils manipulent des répliques d'armes. On a aussi réinstauré des jeux de guerre de l'époque soviétique, Tsarnitsa 2.0, décrits comme basés sur un culte de la violence. Et il y a une étape psychologique aussi. Oui, cruciale. On oblige les élèves à écrire des lettres de soutien aux soldats au front. Le but est de les rendre complices, de créer un lien direct avec les actions de l'État. Et on imagine que certains enseignants adhèrent totalement. Le fameux professeur d'histoire Pavel Abdoulamanov, lui, il en est l'incarnation. Pour lui, le patriotisme, c'est un devoir absolu, inconditionnel. Il compare ça à l'amour qu'on porte à sa mère, ça ne se discute pas. Il va jusqu'à qualifier ceux qui critiquent le régime de parasites qui n'ont qu'à quitter le pays. Cette ambiance de pré-mobilisation s'est heurtée à la réalité en septembre 2022 avec la mobilisation partielle. Quel a été l'impact sur une ville comme Karabach ? Énorme. Les sources soulignent que le recrutement a ciblé de manière disproportionnée les régions périphériques, les petites villes industrielles, les minorités ethniques. La logique, c'est de minimiser les risques de protestation dans les grandes villes. C'est ça. Minimiser les risques à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Et Talankhin a filmé ça, le départ de ses anciens élèves. Oui, il a filmé le départ de jeunes qu'il avait vus grandir. Mais le moment le plus poignant de son film, d'après les critiques, concerne Artem Volkov, un ancien camarade de classe.
tué près de Bakhmout en avril 2023. Il a pu filmer les funérailles? Non, c'était beaucoup trop dangereux. Il n'a pu qu'en enregistrer l'audio, clandestinement. À l'écran, il y a juste un fond noir, et on entend les sanglots de la mère d'Artem. C'est tout. Juste le son. Et selon les analystes, ce simple son, cette douleur brute, ça démolit en quelques secondes toute la propagande sur le sacrifice héroïque et la mort glorieuse. Cette réécriture du présent s'accompagne logiquement d'une réécriture du passé. On en revient au professeur Abdulmanov. Il y a une scène assez choquante. Oui, Dans une discussion, on lui demande quelle figure historique il admirerait rencontrer. Et il cite Lavrenti Beria. Beria, Le chef de la police secrète de Staline, l'architecte du goulag. lui-même, C'est ahurissant comment on peut en arriver là, citer un bourreau comme un modèle, surtout quand on est prof d'histoire. Qu'est-ce que ça signifie? ce n'est pas qu'un dérapage. C'est le symptôme d'un révisionnisme historique profond, organisé. La réhabilitation de figures comme Beria n'est pas anecdotique, elle sert à légitimer la répression actuelle. Comment ça? Et Beria n'est plus présenté comme un bourreau, mais comme un manager efficace, un symbole d'un État fort qui a su éliminer ses ennemis. Et d'autres figures de la terreur stalinienne sont réinterprétées de la même manière. Et ça se retrouve dans les manuels scolaires, j'imagine? Absolument. Les nouveaux manuels d'histoire supervisés par le conseiller présidentiel Vladimir Medinsky présentent toute l'histoire russe comme une suite de victoires contre un Occident éternellement hostile. Des notions comme la démocratie ou le droit international ont été expurgées des programmes. C'est Poutine lui-même qui a dit « Les guerres ne sont pas gagnées par les généraux, mais par les enseignants ». C'est ça, le front s'est déplacé dans la salle de classe. Finalement, comment s'en sort-elle encore? À l'été 2024, ça devient intenable. Il remarque des voitures de police suspectes devant chez lui, il comprend que l'étau se resserre. Avec l'aide des producteurs danois de son film, il organise une fausse escapade en famille et il réussit à fuir la Russie, En emportant ses disques durs. en emportant ses précieux disques durs. Le film a donc pu être montré. Quelle a été la réception en général? La première a eu lieu au Festival de Sundance, où il a remporté un prix spécial du jury. Le film a été acclamé, proposé pour représenter le Danemark aux Oscars. Mais il a aussi déclenché une controverse. Ah oui, pas un acte héroïque pour tout le monde. Disons, pas sans nuance. Les sources rapportent que dans la communauté russe en exil, des voix se sont élevées. On lui reproche d'avoir filmé ses collègues enseignants à leur insu, les exposant potentiellement à de graves représailles. C'est une question éthique, en effet. Oui. Est-ce que le besoin de témoigner justifie de mettre en danger des gens qui, eux, n'ont pas choisi la résistance? C'est un débat complexe. Un débat essentiel. Et au-delà du film, quelles sont les conséquences à long terme de cette politique sur la société russe? Elles sont profondes. Le gouvernement a des objectifs chiffrés. D'ici 2030, il veut augmenter massivement la part de ce qu'il nomme les jeunes patriotes. Le système devient aussi de plus en plus exclusif. On voit apparaître des tests de langue russe obligatoires pour les enfants de migrants. S'ils échouent, ils sont exclus du système? Ils peuvent être exclus du système public, oui. Et pour les enseignants qui ne sont pas d'accord, ceux qui refusent de mener ces conversations, au mieux, ils sont licenciés, au pire, ils sont classés comme agents de l'étranger. Et en parallèle, l'influence de l'Église orthodoxe s'accroît. Oui, des militants religieux interviennent dans les écoles sur des sujets comme l'avortement, présentés comme une menace pour la nation. C'est un maillage idéologique de plus en plus serré. Donc en résumé, les sources décrivent un système entièrement repensé pour servir un projet idéologique et militariste. L'histoire de Talankin à Karabach, cette ville empoisonnée, ça devient une métaphore. C'est une métaphore parfaite. De la même manière que la Terre a été intoxiquée par les métaux lourds, toute une génération semble être psychologiquement intoxiquée par un narratif qui ne laisse aucune place au doute. C'est exactement ça. Le film est d'ailleurs présenté comme le témoignage d'un personné, un nobody, comme le dit le titre, qui a refusé de participer à cette intoxication. Il est devenu, presque malgré lui, le chroniqueur d'une génération sacrifiée. Et pour conclure, une dernière pensée qui prolonge la réflexion de nos sources. Dans un environnement où l'éducation, les loisirs, la mémoire, tout est conçu pour former un seul type de citoyen, quels espaces de pensée critique peuvent encore survivre? Et si, comme le montre le cas de Talankin, le prix dans la résistance est l'exil ou la prison, qu'est-ce que ça nous dit sur la résilience future d'une société civile?